Il y a un moment où il y en a marre de rester sans rien faire, que ça soit mentalement, physiquement. On peut pas rester comme ça. Il y a un moment où on passe à l'action fight or flight. Et en fait, j'ai réussi à stopper les départs de crise par la respiration. Pendant... C'est pas grave. Je peux te faire un câlin? Oui, tu peux. Attends. Bonjour Liana, merci. Bonjour. Je suis très contente d'être là avec toi aujourd'hui. Je voudrais commencer avec une question. Qu'est-ce que c'est ton exercice préféré à la salle, au CrossFit? Mon exercice préféré, le back squat, je dirais. Le back squat? Ouais, back squat. Et c'est celui-là. Et celui-là que tu détestes le plus? Les dips. Okay. Les dips. Moi, je déteste les burpees. Ah ouais. Avec tout mon cœur. Ah ouais, mais pourtant, après peut-être que étant petite de taille, ça aide. Moi, les burpees, je les fais super facilement. Je suis pas plus grande que toi. Alors c'est psychologique. C'est horrible. Donc, je voudrais commencer aussi avec... présente-toi, s'il te plaît. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment t'es arrivée là? Ok. Du coup, moi, c'est Liana, comme tu le sais. Du coup, je suis pas très vieille. J'ai 25 ans, donc cette année. Et mine de rien, j'ai quand même fait pas mal de trucs jusqu'à présent. J'ai commencé à travailler très tôt. Pas toujours dans des univers qui me plaisaient énormément. Mais là, à l'heure actuelle, je travaille donc sur Villeneuve-Loubet dans une grande salle de sport qui propose plein d'activités différentes. Et je me retrouve un peu dans chacune d'elles. L'avantage, c'est d'avoir commencé un sport qui, quand j'étais plus petite, c'était de la danse, qui m'a ouvert un petit peu à travailler en groupe, donc des cours collectifs, de l'animation, sur de la musique, etc. Et que j'ai retrouvé un petit peu du coup dans ma pratique maintenant, donc qui est le CrossFit, cross-training, Aerox, qui sont que des cours collectifs, donc qui regroupent pas mal de monde. Je m'intéresse un peu à plein de choses, j'ai rencontré pas mal de gens dans le domaine militaire, dans les forces de l'ordre, chez les pompiers, etc., qui m'ont ouverte aussi à d'autres pratiques, comme le tir sportif. Je fais du tir sportif à côté du sport. C'est quoi? C'est en fait, donc en stand de tir, c'est du tir à balles réelles. On peut tirer un peu à l'arme qu'on veut. Moi, j'ai commencé du coup à tirer au Glock. Et ça va me permettre d'aller dans très peu de temps sur une compétition qui s'appelle les Tactical Games, qui mélange du crossfit et du tir. Qu'en fait, c'est un mélange donc, de crossfit. Le crossfit, c'est un mélange de 3 disciplines déjà en lui-même. Donc on a du cardio, donc ça peut être des burpees, ça peut être des box jumps, des ergomètres comme le rameur, le ski, etc. De la gymnastique, des dips, ou simplement des tractions avec le format crossfit, donc un peu de volume et tout ça. Et de l'haltérophilie. Donc tout ce qui va être barre olympique, donc les mouvements justement d'arracher, d'épauler, etc. Donc c'est un mélange donc, du crossfit qui déjà regroupe ces 3 disciplines et de tir après avoir fait de la haute intensité justement sportive. Donc ça veut dire qu'on va être dans un entraînement très très intense qui va mélanger ces 3 disciplines. Plus derrière, on va nous demander de prendre une arme, d'être le plus précis possible. Et donc les points vont compter sur l'aspect sport et tir. Est-ce que c'est dangereux? Non, parce que c'est super bien encadré. Ok. Ouais, c'est super bien encadré. Alors c'est américain de base. C'est donc, pas tout le monde qui peut le faire? Alors non, il faut quand même avoir des notions de base sur le tir pour la simple et bonne raison que déjà pour pouvoir s'y entraîner, il faut avoir une licence de tir sportif. On paye cette licence, c'est quand même assez engageant parce que c'est pas donné, tout dépend le stand. Et derrière, il faut quand même pratiquer. Donc on apprend les gestes de sécurité, on apprend tous ces trucs-là. Et le jour de la compétition, c'est super encadré. Si quelqu'un ne respecte pas les procédures de mise en place, de vérification de l'arme, etc., il est disqualifié directement. C'est génial, c'est super intéressant. C'est sympa. Et donc, tu as découvert ça grâce à les gens qui sont venus faire des cours collectifs avec toi? En fait, c'est ça, je vois tellement de monde. Et même maintenant, avec tout ce que tout le monde partage sur les réseaux, on a des disciplines qui passent à droite à gauche. Et surtout, j'ai le stand de tir qui est en perpendiculaire de ma salle de sport. Donc, je sors de la salle, je prends l'angle et je suis devant. Et j'avais déjà essayé, étant plus petite, le tir. J'ai commencé 14 ans avec mon beau-père à tirer un petit peu. Et quand j'ai découvert cette compétition des Tactical Games, justement, je me suis dit, mais c'est génial. J'avais besoin d'une activité, vu que moi qui suis tout le temps dans le monde, dans le bruit, dans la musique, j'avais besoin de quelque chose qui me recentre. J'arrivais plus à me concentrer quand je faisais du crossfit, etc. J'arrivais plus à me centrer sur moi. Donc du coup, j'ai besoin d'aller chercher une activité qui me recentre. Et le tir, on est donc dans des genres de boxe, un petit peu, avec la cible au loin, et on a le casque à réduction de bruit, notre arme, qu'il faut manier avec beaucoup d'attention. Et du coup, ça permet vraiment de faire le vide, de se concentrer à ce qu'on est en train de faire.
Ok, c'est trop bien, Ouais, trop bien. franchement, c'est top comme activité. Et si on revient un peu au CrossFit, tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est? Tu nous as déjà un peu expliqué les 3 piliers Mhm, du CrossFit, mais qu'est-ce que c'est en général? Qui peut le faire? mhm, Pourquoi? Et... bien sûr. Au niveau du CrossFit, moi, c'est simple, j'y ai atterri en n'ayant aucune notion de ce que c'était. Donc, j'avais aucun préjugé sur la pratique. Je savais pas du tout à quoi ça ressemblait de base. Parce que j'étais assez jeune au final au moment où je l'ai commencé. Et de base, j'étais pas trop orientée sur cette discipline-là, pardon. J'étais plus sur de la musculation. Donc j'avais pas de préjugés CrossFit. Et je suis rentrée dans cette salle de sport en me disant ça va être cardio. C'est tout ce que je savais. On m'avait dit tu verras, tu vas beaucoup transpirer, c'est pas comme ta musculation, tu vas quand même être à une haute intensité. On va mélanger les 3 piliers dont j'ai parlé tout à l'heure. Et surtout, ce qui est intéressant dans le CrossFit, c'est que tout est adaptable. C'est-à-dire Ok. que tout le monde est capable de faire un burpee, tout le monde est capable de faire un squat sans aucune charge, ok, correctement, s'il est bien enseigné. Tout le monde est capable d'aller chercher simplement à s'améliorer un petit peu progressivement sur des mouvements de gym, parce qu'il y a des étapes. Et en fait, donc dans cette salle de CrossFit, on a eu un cours collectif quand je suis arrivée la première fois, où j'avais des gens qui s'entraînaient depuis 15 ans dans ce sport-là, qui arrivaient à passer des mouvements techniquement très compliqués pour un débutant, tout comme moi qui venais d'arriver et qui découvrait complètement la discipline. Donc en fait, sur un même cours, donc c'était un cours de gym qui mélangeait beaucoup de gym et de cardio ce jour-là, euh, je voyais des gens faire des pompes en arbre droit contre des murs, ce qu'on appelle des handstand push-ups, où je me suis dit, mais moi j'arrive même pas à me mettre en arbre droit contre le mur, comment je vais m'en sortir? Et en fait, ils ont tout adapté pour moi. Donc on a des moyens de régresser les mouvements en restant dans les mêmes patterns, ce qu'on appelle, donc les mêmes schémas de mouvement qui sont poussés, tirés, squattés, etc., etc. Et du coup, ça permet de mélanger des gens d'un niveau complètement différent dans un même groupe classe et surtout à haute intensité quoi qu'il arrive parce que chacun met son intensité. Ok. En fait, on a plusieurs formats de travail qui vont être soit un maximum de répétitions dans un temps réduit, soit des formats de contre-la-montre. Et tous ces formats-là, en fait, peuvent être pratiqués par tout le monde, mais chacun à son rythme. Et donc, tu es arrivée au CrossFit du rien. Est-ce que Ouais. tu penses qu'il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes dans le CrossFit ou l'inverse? Alors, en n'ayant aucun préjugé à ce niveau-là, quand je suis rentrée dans cette salle, pour être honnête, j'ai pas été surprise par exemple, franchir la porte et me dire, mon Dieu, mais il y a que des hommes ici, je vais me sentir un petit peu à la traîne. Déjà, je pense aussi parce que j'étais habituée à être entourée d'hommes, même dans mes activités à côté, quand j'allais à la musculation, etc. C'était déjà des domaines qui étaient assez fréquentés par des hommes. Donc ça m'a pas surprise plus que ça. Mais en regardant de manière maintenant avec un peu plus de recul, et même quand je me reprends à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était quand même assez mixte. Ok. Ouais, il y a quand même, c'est assez mixte et à tout niveau, que ça soit au niveau de l'âge des pratiquants, qu'au niveau du sexe des pratiquants. On a vraiment de tout âge et tout sexe, hommes, femmes mélangés, et sans aucun problème, dans n'importe quel cours. Ok, c'est très intéressant que tu dises ça parce que justement, moi, déjà en tant que femme et en connaissant beaucoup de femmes qui ont peur de se mettre à la muscu au CrossFit Mm. parce que déjà elles ont peur qu'il y a que des hommes et elles ont aussi peur que ça ne lui fasse pas du bien ou qu'elle prenne trop de muscles. Et donc, qu'est-ce que tu dirais à des femmes qui nous entendent aujourd'hui parler de muscu, de CrossFit? Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, euh, quand on débute une activité comme la musculation ou le crossfit, et que c'est bien encadré, donc que c'est bien coaché, etc., on a des résultats qui sont assez rapides. Des résultats sur des transformations physiques qui ne vont pas être en crossfit forcément les mêmes qu'en musculation, parce que le but n'est pas le même. Okay, en crossfit, on est plus visé performance et moins esthétique. Donc en musculation, donc le principe de la musculation même, c'est d'aller chercher un volume musculaire, donc ce qu'on appelle de l'hypertrophie. Donc de vraiment travailler ce volume musculaire esthétique, là où en CrossFit, on va avoir quand même cette notion de cardio qui va nous aider aussi sur le long terme à perdre du poids. Donc simplement perdre du poids pour quelqu'un qui se sent pas forcément à l'aise avec son corps, c'est un bon déclencheur parce que tous ces entraînements-là, très cardio à haute intensité, qui mélangent un peu de charge externe, etc., même juste simplement le simple fait de se remettre au sport, va nous aider à se sentir mieux dans notre corps. Et avant de terminer vraiment ce qu'on va appeler bodybuilder, il y a vraiment des années et des années et des années, et surtout, il y a un cadre de nutrition qui doit s'accompagner de cette performance en musculation. Donc à ce niveau-là, déjà, il faut être quand même
bien encadré avant de réussir à atteindre les résultats qu'on peut voir sur certains réseaux de femmes qui sont vraiment extrêmement musclées. Parfois interviennent aussi malheureusement des produits dopants qui peuvent fausser aussi cette image, parce qu'on les voit en fait autant en musculation qu'en crossfit. Parfois on a des physiques féminins qui sont très très impressionnants, mais ne vous méprenez pas, ces physiques-là sont quand même souvent atteints aussi par ces produits-là. Ok. Donc, parce que c'est déformé, on va dire. Alors oui, certaines gymnastes, on a des hauts du corps qui sont très développés. En crossfit, c'est pareil. Automatiquement, on va prendre un petit peu des épaules, du dos, etc. Mais on va pas avoir une transformation physique digne d'une athlète des Games. Donc c'est les CrossFit Games, c'est ce qu'on pourrait appeler les Jeux Olympiques, si on veut vulgariser un peu la chose. Qui a fait ça depuis tellement d'années et qui a visé vraiment tous ses entraînements et toute sa vie autour de ça. Quelqu'un qui vient s'entraîner 2 à 3 fois par semaine pour s'entretenir, prendre un peu de force, prendre conscience de son corps aussi, mine de rien, parce que c'est là qu'on va commencer à se poser des questions. Comment mon corps travaille, sur quel angle, à quelle intensité, comment je réponds à telle ou telle demande extérieure, donc de cardio, de charge externe, etc. Quand on vient faire ça 2 à 3 fois par semaine et même plus, mais que c'est bien programmé, et que c'est programmé en fonction de ce qu'on recherche aussi, il n'y a pas de raison d'en avoir peur. Il n'y a pas de raison d'en avoir peur, et surtout, c'est plus que recommandé. À l'époque où j'ai commencé le CrossFit, quand j'ai franchi les portes de cette salle, je me sentais pas à l'aise physiquement. Pourtant, j'étais pas non plus en surpoids démesuré, etc. Mais je me sentais pas à l'aise avec ce que j'étais à ce moment-là. Et au bout de 4 mois, à y aller 2-3 fois par semaine, déjà, c'est très très bête, mais les références de se dire, bon bah, quand on me demande à l'échauffement de courir 400 mètres, c'est rien 400 mètres, et que je revenais, que j'étais... je dis, oula. Bon, déjà, ça m'a fait bizarre quand je voyais les autres facilement les faire et me dire que moi, j'étais vraiment à la ramasse, et que je m'étais délaissée pendant tant de temps. C'est pas normal de pas être capable de courir 400 mètres sans être essoufflé. Et qu'au bout de 3-4 mois, à l'échauffement, je les courais ces 400 mètres et ça allait beaucoup mieux. J'avais pas eu un changement physique de l'autre monde, mais par contre, je me sentais plus tonique, j'avais plus de répondants. Quand on me demandait de faire quelque chose, j'étais plus à l'agonie, quoi. Donc c'était pour moi plus que nécessaire à ce moment-là. Et surtout, le changement physique est venu un peu plus tard et il est venu de manière progressive. Ça n'a pas été du jour au lendemain, il est venu de manière progressive. J'ai du coup eu ce qu'on appelle une recomposition corporelle. Donc mon poids sur la balance n'a pas forcément changé. Par contre, je me suis tonifiée. Donc là où avant mes cuisses par exemple étaient plus constituées de graisse, elles ont commencé à se raffermir, se transformer en muscles et en fait devenir aussi plus denses. Donc j'avais moins cet aspect large, plus cet aspect ferme et dense qui rendait visuellement la chose plus sympa pour moi. Ça fait trop plaisir, tout ce que tu as dit, parce qu'en fait, tu as un peu résumé tout. Tu as dit que déjà, tu as eu un changement progressif. C'était pas de jour au lendemain. Donc, il faut quand même perdre, on va dire, du temps derrière pour avoir un changement physique. Et deuxième chose, tu as dit que c'est beau de voir ça, que tu es maintenant un athlète, un coach, et que tu as commencé de zéro toi aussi. Tu n'étais pas né comme ça. Donc, il y a des gens qui sont en train de se dire, ouais, mais moi, je ne serais pas capable de faire du sport parce que j'ai déjà fait du sport. En fait, non, tout le monde commence par quelque part. Tout le monde a jamais fait un mouvement où on commence tous de zéro. Et moi, ça, je trouve ça génial. Mais donc, j'aimerais aussi revenir un peu sur le fait de l'importance pour une femme de faire du sport. Parce qu'on sait que, surtout avec l'âge, on a peut-être plus de soucis que des hommes au niveau de osseuse. Mais dis-moi si je me trompe. Qu'est-ce que tu en penses donc qu'est-ce que tu pourrais me dire sur ça? Alors, en réalité, l'âge, donc autant sur les femmes que les hommes, ça va se caractériser un peu différemment. Mais dans les deux cas, au niveau des hormones, passé un certain âge, il va y avoir une chute hormonale qui va pour les hommes jouer sur la testostérone et chez les femmes qui va jouer sur une chute d'oestrogène. Donc c'est cette hormone-là, chez les femmes en l'occurrence, qui va provoquer l'accélération de l'ostéoporose. Donc plus on vieillit, plus on a cette chute d'oestrogène qui se met en place. Et si on ne lutte pas contre en travaillant justement sa densité osseuse de par le sport, et je vais vous expliquer un peu comment ça se passe, si on ne lutte pas contre, malheureusement, on est très rapidement sujette à ces problèmes-là, à cause de la ménopause, en l'occurrence, qui va aussi accélérer le processus. Donc, chez nous, la manière qu'on va avoir de travailler cette densité osseuse, ça va être de travailler de la force.
sur des mouvements simples, comme le squat, le développé couché, le soulevé de terre, des mouvements de force. En fait, les os réagissent à la contrainte mécanique. Donc la contrainte mécanique que va imposer un squat barre-nuque. Quand on va commencer à le charger un petit peu, les muscles vont s'étirer, tirer sur ces os-là, qui vont envoyer l'information de « Ok, il se passe quelque chose, il faut que je me renforce. Là où, quand on reste sur le canapé, en l'occurrence, l'information, elle passe à la trappe, quoi. Oui. Donc malheureusement, si on ne stimule pas cette densification osseuse qui se crée sous tension mécanique, elle se fait pas toute seule, au contraire, elle se dégrade. Donc ces mouvements classiques, s'ils sont bien enseignés, s'ils sont faits correctement, pris par étapes, ils ne sont pas dangereux. Parce qu'on passe, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, on apprend les choses de manière progressive, on monte en charge de manière progressive, Voilà. et la charge n'a pas forcément de résultat direct sur le fait d'être bodybuildé, encore une fois. Donc en fait, quand on vient travailler sur de la force, oui, il va y avoir une réaction musculaire, mais les muscles ne vont pas forcément s'hypertrophier de manière démesurée. Ils vont simplement se maintenir ou se densifier. Et ici, on va avoir du coup beaucoup plus de stabilité au niveau des articulations. On va être beaucoup mieux tenu, on va dire, en cas de chute de quoi que ce soit. Si le système musculaire réagit correctement, les os sont protégés. Et au-delà de travailler du coup sur cette densification osseuse, on va chercher aussi à raffermir musculairement donc tout ce qu'il y a autour. Et la force là-dedans a un énorme impact parce que ça fait partie des très 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 rares exercices, des très rares façons de travailler justement cette densification osseuse. Et je pense que à tout âge, mais encore plus avec l'âge, c'est important de travailler sur ces méthodes-là. Je parle pas forcément d'aller sur des choses techniquement compliquées comme on peut avoir des fois en crossfit, sur de la gymnastique, etc. Mais vraiment des mouvements fondamentaux sur lesquels on peut produire de la force sans se poser 10 000 questions et les travailler et les répéter. Et d'ailleurs, même en crossfit, on a souvent des cycles de force où, pareil, j'entraîne des personnes de tout âge. Et je sens que c'est vraiment décomplexé maintenant. J'ai de plus en plus de femmes qui viennent me voir à tout âge et qui me disent voilà, je veux travailler ça parce que mon kiné me l'a demandé. Mon médecin m'a dit ça serait bien que vous repreniez une activité physique, que vous fassiez un petit peu de musculation, un petit peu de... Et c'est pour le côté sport-santé qu'elles viennent. Et pas uniquement pour le côté changer leur physique de manière esthétique, c'est pour le côté sport-santé. Oui, donc voilà, c'est ça justement. Si quelqu'un, par exemple une femme, moi je dirais ma mère, qui a plus de 60 ans, si elle voudrait, aujourd'hui elle me dit ouais j'ai mal ici, j'ai mal par-ci, j'ai mal par-là, je lui dis justement de faire du sport. Tu penses que c'est bien, bouger, Ouais. c'est la chose plus importante de tous. Il faut bouger absolument. En fait, il faut bouger, il faut lutter justement contre, il faut lutter contre l'âge, il faut lutter même à tout âge, parce qu'au final, quand on va avancer dans l'âge, on va avoir ces problèmes-là qui vont se présenter, mais même plus jeune en fait. C'est pas naturel de rester sans rien faire. Le corps passe dans des modes de fonctionnement qui ne sont plus bons. On stocke énormément de graisse, on perd énormément de capacité cardiovasculaire respiratoire. C'est terrible. Donc en fait, il faut même la moindre petite activité de marche suffit. En ce moment, il y a la mode des 10 000 pas, etc. Et c'est bien que ce genre d'élan se lance. Après, les gens font parfois des psychoses, mais sans rentrer dans de la psychose, simplement se lever, bouger de temps en temps. Le fameux NEAT. Ouais, c'est ça, mais il se lever, bouger. Et le travail de force est un bon complément. La marche simple ne suffit pas forcément dans le temps à réellement préserver un homme de la sarcopénie ou une femme de ce genre de choses. C'est important de rajouter un petit complément, selon moi, de musculation pour venir entretenir vraiment la masse musculaire avec le temps. Toi, est-ce que tu as jamais passé des périodes difficiles où le sport, et dans ce cas le CrossFit, t'a aidé à te sentir mieux et à passer ces moments et les ressentir moins? Une période difficile, j'en ai eu une bonne qui a duré, je pense, quelques années pour être honnête. Le genre de période où on a l'impression qu'on a tout pour nous et où en fait il y a quelque chose qui va pas. Ce sentiment un peu bizarre de se dire mais la famille va bien, moi je suis en bonne santé, tout, sur le papier tout se passe correctement, mais en fait on n'est pas aligné avec ce qu'on est en train de faire professionnellement ou dans une relation, ou des fois les gens changent, on change en fait avec le temps, et ce qui nous convenait à une époque peut ne plus nous convenir à un autre moment. Et je suis rentrée dans cette période-là, il y a quelques années, où je me suis dit ok,
le travail dans lequel je suis à l'heure actuelle, qui était un travail où j'étais vachement enfermée. J'étais dans une pièce où je travaillais sur un ordinateur, je voyais personne. On était 4 à bosser dans cet endroit-là. Et j'étais tout le temps enfermée entre 4 murs, je me sentais plus bien. Je me suis dit, il va falloir peut-être que je fasse quelque chose professionnellement, que je sorte un peu plus, parce que là, ça ne va pas. Et j'ai malgré tout persévéré dans cette situation pour des raisons financières qui me permettaient de mettre de l'argent de côté, d'avancer sur d'autres projets. Donc je me suis dit, tiens bon, reste comme ça encore tant de temps dans cette même situation pour avancer sur tes projets. Sauf qu'en fait, quand on n'est pas aligné, le corps finit par le faire savoir. C'est-à-dire que au début, c'est mental, on se dit ouais, aujourd'hui ça va pas trop, machin. Et puis en fait, plus les semaines passent et plus ça devient physique. Le corps répond à tout ce qu'on n'a pas envie de... Et qu'est-ce que tu entends par là? Ce que j'entends par là, c'est que donc ça va se caractériser de différentes manières chez les gens. Ça peut être du stress, un peu d'eczéma, ça peut être simplement des insomnies, ce genre de choses, quand on commence à rentrer dans des périodes un peu difficiles. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des crises de spasmophilie. Qu'est-ce que c'est? Crise de spasmophilie, on commence à hyperventiler, on commence à avoir des fourmis dans les mains, etc., potentiellement dans la nuque. Et en fait, le corps commence à se figer et se tétaniser. Ok. Voilà, ça peut se caractériser de manière différente chez les gens, mais chez moi, c'était comme ça. Et en fait, donc pour expliquer un peu le fonctionnement, on a une façon de fonctionner dans le corps humain, avec 2 systèmes nerveux qui vont travailler plus ou moins en se répondant. On a le système nerveux sympathique, qui est celui qui va produire de l'adrénaline, du cortisol, qui sont les hormones du stress. Nous, on y est vachement sujet dans la vie actuelle parce que les écrans, la route, les interactions, etc., on est tout le temps sous adrénaline. À une époque, ça aurait été une attaque de bêtes sauvages dans la nature, n'importe quoi, où en fait, face à ce stress physiologique, on peut avoir 2 réponses. Combattre ou fuir. C'est le système de fight or flight. Ça, c'est la réponse au système nerveux sympathique. Pour contrer ce système-là, on a le système parasympathique qui, lui, est celui de la digestion, du repos, où le cœur redescend, donc qui vient contrer un peu l'adrénaline et le cortisol, finalement. Qui nous calme, en fait. Qui nous calme, ouais. Ok. Et à cette époque-là, mon corps était tout le temps sur ce système-là parasympathique qui m'envoyait des... Non, sympathique, pardon. Qui m'envoyait des informations de... combattre ou fuir en permanence. Il m'envoyait ces informations continuellement. Ok, il y a telle situation, tu as ce stress, cette adrénaline, mais qu'est-ce que tu en fais? Sauf qu'en fait, mon corps, moi, il a décidé ni de combattre ni de fuir. Il a dit, je freeze. Okay. Je ne peux pas supporter cette dose d'hormones en continu. Je freeze. Et donc, en fait, l'adrénaline produit une hyperventilation avec le stress qui va augmenter le rythme cardiaque, etc. C'était des attaques de panique? Ouais, c'est comme des crises de... C'est comme des crises de panique, en fait. Ok. Et, mais ça peut se caractériser de manière soudaine, ultra soudaine, avec aucune raison valable. Ok. Voilà. Et donc, en fait, j'ai fait cette première crise un jour où une amie devait me rejoindre à la maison et je me suis retrouvée tétanisée par terre, à plus pouvoir parler. J'avais la langue aussi, tous les muscles du corps, en fait, se rentrent en contraction. Donc, c'est hyper énergivore aussi. Et impossible de sortir un mot de ma bouche, rien. Mais t'étais lucide? Ouais. Donc tu comprenais on a que, l'impression en fait, de mourir. Ok, c'est pas beau. Non, on a l'impression de mourir. C'est super bizarre, on n'a plus le contrôle de rien. Cette sensation de fourmillement, etc., c'était terrible. Et à ce moment-là, j'avais eu un petit peu des trucs dans les cervicales, je m'étais faite manipuler quelques jours avant, j'ai eu vraiment peur, je me suis dit, s'il faut, il s'est passé un truc. Et en fait, c'était psychosomatique. C'est-à-dire que l'anxiété est directement reliée aux crises de spasmophilie. Ok. Mais moi, ça m'est tombé dessus, j'avais aucun signe avant-coureur. Et cette amie qui rentre chez moi et qui... Pardon, mais donc t'étais chez toi, ouais. Tu faisais ta vie, ouais. T'attendais ton ami, ouais. Et là, à un moment, boum, ton corps, il a décidé de shooter. Ouais. Et tu t'es retrouvé par terre. Et t'étais seule chez toi. Comment t'as fait? Elle est... Je lui avais déjà ouvert l'interphone. À l'interphone, je lui avais ouvert la porte du bâtiment et j'avais eu le temps d'ouvrir la porte d'entrée pour qu'elle puisse rentrer. Donc en fait, j'étais par terre. Elle a réussi à rentrer à la maison. Par chance. Ouais, j'ai la... Ouais, ça fait... Oui, mais c'est en soi quand on comprend après ce qui s'est passé, c'est pas grave. Mais sur le papier, sur le moment,
Non, mais heureusement, parce que déjà, ça veut dire que tu as eu la possibilité de lui ouvrir la porte, donc tu avais déjà une aide, mais imaginons, je sais pas, tu étais quelque part un peu de plus dangereux, tu aurais pu passer quelque chose, tu aurais pu tomber sur quelque chose de, comment dire, pointu. Ah ouais. Alors je l'ai senti, j'ai senti quand même des vertiges avant que ça se tétanise complètement, donc je me suis assise par terre. J'ai senti que j'avais la tête qui tournait, j'ai senti les vertiges, je me suis dit oula, on va se poser, et je me suis assise par terre, le dos contre le mur. Donc quand elle arrivait, elle m'a trouvée comme ça en fait. Je suis pas tombée nette. Ah ok, ça c'est bien. Ouais. Mais du coup, elle a réussi à rentrer, et je pense, et je l'ai su tardivement, qu'elle a déjà été sujette à ce genre de choses. Peut-être pas exactement les mêmes, on en a pas reparlé derrière. Mais ce genre de choses parce qu'elle a compris rapidement ce qui s'est passé. Heureusement. Ouais, et en fait, elle a quand même appelé mon ostéopathe, elle a appelé les urgences pour demander qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, l'ostéopathe au parleur, il faut lui faire passer une IRM du cerveau, machin. Oh là là, enfin, ça fait mais des encore examens. plus de stress. Ah ouais, moi déjà que j'étais en fait en crise de panique, je le savais pas, mais c'était une crise de panique, je me suis dit oulala. C'est pas génial entendre ça. Elle était en trottinette électrique. Il y avait personne qui avait de voiture pour m'amener aux urgences ou quoi, bref. Et elle m'a dit bon bah je vais te charger sur la trottinette. Et on va aller aux urgences qui sont juste à côté de chez toi, il y a 3 minutes. Donc moi je la regarde, genre, de toute façon est-ce que j'ai le choix? Non. Et en fait on s'est rendu compte, quand je suis sortie du bâtiment, qu'elle m'a aidé à sortir, le fait de prendre l'air, ça t'a aidé? Petit à petit ça commençait à se dissiper un petit peu, je retrouvais des sensations dans le bout des doigts, je retrouvais des sensations dans le visage, parce que c'est pareil, je sentais plus mon visage. Et en fait là je me suis dit ok, tant que ça s'empire pas, alors c'est que ça va. Donc on arrive aux urgences. Bon, finalement, il faut aller ailleurs parce qu'on peut pas me faire d'examen. Bref, compliqué. Et là où je vais rencontrer le médecin traite ça un peu comme ça, d'un revers de main, en me disant ok, bah mademoiselle, on vous met sous antidépresseur. Comme ça. Aucun examen, rien. Même pas une visite avec un psychologue, un psychiatre, rien du tout. Non, rien. Tu vois là, on vous met sous antidépresseur parce qu'en fait, la réaction. Donc, il a compris que c'était une réaction physiologique due à de l'anxiété, parce que quand il m'a vite fait analyser, il a dû se dire bon, les cervicales, tout ça, machin, rien d'extraordinaire. Donc ils m'ont mis sous antidépresseur, enfin il a voulu me prescrire des antidépresseurs. À ce moment-là, j'avais retrouvé la parole, je précise. Il m'a dit voilà, ça c'est un traitement entre guillemets longue durée, et tu as aussi ce médicament-là que tu peux prendre de manière ponctuelle si tu fais une crise pour la gérer. Ok. Donc moi, ça fait un tour dans ma tête, je me dis mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Il me connaît pas, il me prescrit ça comme ça, mais où est-ce qu'on est? C'est commun, hein. En réalité c'est très commun. Et ça fait peur? Ça fait, oui, parce qu'il y a des gens du coup qui vont par ce système de faire confiance aux médecins. Bah oui. Ils vont les prendre. Mais c'est normal, c'est qui normalement tu fais des confiances à... C'est ça. Sauf que moi qui ai tendance à remettre beaucoup de choses en question, et encore plus dans des moments critiques comme celui-là, j'ai dit non, c'est impossible, je savais ce à quoi ça m'engageait, et en fait pour moi, à ce moment-là, quand j'ai compris que c'était passé du coup plus tard, et que c'était effectivement des crises d'anxiété, je l'ai compris, je me suis dit mais en fait, ma grande, ça fait des mois que tu te dis que tu tires sur la corde, ça fait des mois que tu te dis que t'es dans une situation qui te convient pas, et tu t'étonnes que ça se passe comme ça maintenant. Et donc tu vas prendre des cachets pour te dire bon bah je traite ça comme ça, et j'en ai... En fait, c'est une façon d'enlever la responsabilité. À partir du moment où j'aurais accepté de prendre ces cachets-là, je me retire la responsabilité de ce qui m'arrive. Et donc, tu n'en as pas pris? Il te l'a prescrit? Il me les a prescrits. Il me les a prescrits. Alors, j'avais peur quand même à ce moment-là. Parce que ce genre de crise, on se dit que ça peut arriver partout, finalement. Je suis en train de faire mes courses, à tout moment, je fais une crise. Je suis en train de conduire, à tout moment... Enfin... Bah oui, bien sûr. C'est quand même assez impressionnant. Donc sur les traitements qu'il m'avait donnés, il m'avait prescrit certains cachets qui pouvaient se prendre du coup en prise unique. C'est un quart de cachet qui se prend en cas de crise et qui vient stopper la crise. J'avais extrêmement peur et j'avais pas encore de solution à ce moment-là. Et je me souviens, ma mère m'avait acheté un collier avec un petit pendentif qui s'ouvre en deux. Où on peut du coup mettre un cachet dedans, quelque chose. J'avais mis un quart de ce cachet dans ce collier que j'avais autour de moi en permanence, et qui me rassurait dans l'idée que je pouvais continuer à faire ma vie, que si jamais il y avait un autre problème, il était là au cas où. Mais je l'ai jamais pris.
pour moi, c'était une manière de me déresponsabiliser. Et je trouve que c'est un vrai problème maintenant, parce que les gens ont tendance à remettre la faute sur une force extérieure, ou de la malchance, ou ben ok, ça a été dur, machin, je me suis mise dans cette situation-là, je vais prendre des cachets pour m'aider à passer outre. Et c'est facile de faire ça. Bah oui, et surtout, ça ne t'aide pas vraiment parce Non, ça que ne c'est t'aide juste pas. une aide superficielle. C'est mettre un pansement sur une plaie ouverte. Mhm. Et moi, pour le coup, elle était bien ouverte, la plaie, à ce moment-là. Et j'ai cherché à comprendre. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, si je peux pas traiter ça avec des médicaments parce que je refuse, je fais un rejet caractériel, je refuse, comment est-ce que je peux comprendre comment fonctionne mon corps, à quel moment ça part en cacahuète finalement, et comment je peux stopper ça moi-même, quoi. Mhm. Et j'ai commencé à en parler autour de moi, dire voilà, il m'est arrivé ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et en fait, j'ai compris déjà que ça arrivait à beaucoup de monde. Ok. Quand j'en parlais autour de moi, je dis voilà, il m'est arrivé ça ce jour-là, oui, ben ça, t'inquiète pas, limite en rigolant, c'est normal, ça peut arriver. Ok. Ok, donc en fait, je suis pas la seule. Donc déjà, je commençais à me dire, ok, donc il y a des solutions, parce que ces gens-là en sont sortis d'une manière ou d'une autre. Euh, je comprends que ces crises viennent d'hyperventilation. Je me dis, ok, il y a peut-être un truc avec la respiration à faire. Et en fait, le système nerveux parasympathique, donc celui qui est relié à la digestion, au repos, etc., est activé aussi grâce au nerf vague, qui lui travaille en symbiose avec le diaphragme, Mhm. donc qui est relié directement à la respiration. Donc j'ai commencé à travailler sur des exercices de respiration au carré, c'est celui où on vient inspirer pendant un certain nombre de secondes, bloquer, expirer, etc. Et en fait j'ai réussi à stopper les départs de crise par la respiration. Ça te dérangerait de nous montrer justement comment on fait ce type de Non, respiration aucun problème. pour peut-être quelqu'un qui se trouve dans une situation où il faut travailler ça? Ouais, alors il y a plusieurs façons, et il y a aussi beaucoup de travail guidé qu'on peut trouver sur internet, Mhm. sur YouTube. Mais de manière générale, la plus simple, pour moi, ça a été de me mettre dans le noir complet. Mhm. Parce que pareil, tout ce qui était stimulation visuelle, auditive, c'était très compliqué. Donc dans le noir complet, en faisant en sorte qu'il n'y ait aucun bruit autour. Et la respiration va se faire, moi je mettais mes mains au niveau de ma poitrine, au niveau de mon ventre aussi, et j'inspirais sur 4 secondes. Je bloquais pour 4. Je rebloquais pour 4. Et je recommençais. Et Et de grandes inspirations. combien de fois? Jusqu'à ce que ça passe. Ok. Très très lentement, jusqu'à ce que ça passe. C'est pas en fait, à ce moment-là, on n'est pas dans le process. On n'est pas dans calculer le nombre de cycles qu'on va faire, etc. C'était à la sensation, Ok. en fait. Donc à la sensation, des fois, je pouvais régler ça en 10 minutes, et parfois ça me prenait 1 heure. Ok. Mais ça t'a aidé. Ça m'a aidé. Ça m'a aidé énormément. J'arrivais à me détendre, alors j'avais toujours ces sensations de fourmillement, mais ça m'a énormément aidé. Et ça, c'était un début. C'était un début, ça m'a aidé, mais ça a été une des cases qui a été cochée dans tous les trucs qui m'ont aidé finalement. Oui. Mais à ce moment-là, ça a été très important pour moi parce que j'ai commencé à m'intéresser à l'aspect physiologique. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps à ce moment-là? Et j'ai commencé à jouer là-dessus. Donc après, je suis passée par tout ce qui était aussi les douches froides pour apprendre à gérer justement son corps, ses réactions, sa respiration. J'ai vu une hypnothérapeute. Ok. Et ça m'a aidé. En fait, ça a été le cumul. Il n'y a pas de secret. Et il n'y a pas de méthode magique. En fait, ça va être le cumul de vos actions, le cumul de la recherche, la quête, justement, de quelque chose qui nous rend plus sain dans son corps et dans sa tête. Mais surtout, moi, je pense que tu vois, t'as fait quelque chose. T'es allé chercher quelque chose qui puisse te donner une solution. T'étais pas chez toi en disant oui, en fait, là, j'ai pas de solution, donc je prends des médicaments. T'as été chercher, t'as été voir qu'est-ce qu'il fallait pour toi et pour ton corps, la meilleure solution pour ton corps, en fait. Ouais. J'ai vraiment fait au mieux. Et ça a été le cumul de tout ça qui m'a aidé. Et en fait, là, ce qui a été décisif pour moi par rapport au CrossFit, parce qu'on y revient, je suis rentrée donc pour ce premier cours de handstand push-ups et de course à pied dans cette salle. Et là, de l'anxiété, bloquée à nouveau. Non, je rigole. Non, je suis rentrée. Là, honnêtement, à ce stade-là, je me suis ouverte à toute possibilité. Je me suis dit, je vais tout essayer. Et j'y suis pas allée dans cette démarche. Là, c'était dans la démarche où j'étais à ce moment-là encore avec mon conjoint de l'époque. Et il m'avait dit, je vais essayer ça, ça a l'air cool, ça change de la muscu, on y va.
Mais à ce moment-là, j'avais pas encore intégré tout ce que ça allait m'apporter. Et il y avait un impact direct entre l'entraînement à haute intensité et la réduction a posteriori du cortisol et de l'adrénaline, en fait. Donc, après ce premier cours de CrossFit, bon, je suis sortie en pleurant, hein. J'étais à bout, mais pas parce que c'était dur, parce que j'allais pas bien. Et que automatiquement, on rentre quand même dans un niveau d'intensité quand on n'est pas entraîné du tout. Oui, les premières fois, on se fait un peu secouer. Mais c'est ce qu'on vient aussi un peu chercher. Au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut se sortir. Moi, je suis restée dans ma zone de confort qui m'a complètement détruite. Je me suis dit, je vais sortir de ça. On va se prendre un petit direct dans la bouche, là, et on n'en sortira que mieux. Et je suis sortie de ce premier entraînement. J'ai plus jamais refait de crise. Ok. J'ai plus jamais refait. En fait, j'y suis allée 1 fois par semaine, puis 2 fois par semaine, puis 3 fois par semaine. Et j'ai trouvé une réponse parmi d'autres. Mais voilà, donc la réponse c'est quoi? Que en fait c'est le CrossFit qui t'aidait parce que tu faisais du sport et tu te défoulais, ou c'est par rapport, comme tu disais, au cortisol, l'adrénaline, etc. C'est un tout. C'est un tout. C'est tellement complet. On se sent mieux dans sa tête. Hormonalement, il se passe quelque chose. Physiquement, il se passe quelque chose. On passe à l'action, en fait. Il y a un moment où il y en a marre de rester sans rien faire, que ça soit mentalement, physiquement. On peut pas rester comme ça. Il y a un moment où on passe à l'action, fight or flight. On passe à l'action, il se passe quelque chose. Et en fait, le corps le comprend, la tête le comprend. On se met à faire des choses qu'on pensait pas être possibles. Je courais 400 mètres, j'étais à l'agonie. Ben maintenant, je vais courir 10 km, ça me fait plus trop mal, quoi. Ça va. Et en fait, et ça dure. C'est-à-dire que c'est ce sentiment de récompense, donc il crée de la dopamine, parce qu'on va chercher quelque chose d'un peu difficile, on le fait, on y arrive, on y retourne, et plus les années passent, et plus on va chercher toujours un peu plus loin, chaque fois. Donc c'est mental aussi. C'est les deux. C'est pas que physique. C'est physique et mental, ce truc de se dire, là je me cherche, je vais chercher quelque chose et je vais y arriver, quoi. Et par rapport à tout ça, moi je me dis, t'es tellement jeune. Tout ça, ça s'est passé quand en fait? 2021. Et t'avais quel âge? 4 ans. Bah du coup j'avais 21, 21 ans dans ces Et eaux-là. si jeune comme ça, t'avais déjà ces types de crises qui t'ont bloqué chez toi. Donc je me dis, imaginons à quelqu'un qui a beaucoup plus de... Je veux pas diminuer ce que tu avais, c'est juste que je me dis, imaginons quelqu'un qui est un peu plus âgé, par exemple, qui se trouve dans des difficultés, des moments de vie difficiles. Imaginons, en fait, ça peut arriver à tout le monde. C'est à tout âge. Il y a même aussi beaucoup d'adolescents qui sont sujets à ça. En fait, à partir du moment où on réfléchit beaucoup, on vit pas le moment présent, on anticipe énormément, on est dans des schémas qui nous correspondent pas, simplement. Ça peut arriver. Et en fait, moi, à cet âge-là, j'avais déjà entamé un mode de vie de quelqu'un de plus âgé. Je veux dire, j'étais déjà dans mon appartement avec quelqu'un, je travaillais énormément, j'avais déjà acheté un appartement qu'on rénovait à côté. Enfin, j'étais déjà bien avancée dans la vie, mais j'avais pas de problème financier, j'avais pas de problème, ça allait. Mais je veux dire, j'avais déjà des responsabilités, mais c'est pas ça qui influe en fait. C'est vraiment ce qui se passe là-dedans. C'est pour ça que je vous dis que quelqu'un de 13, 14, 15 ans peut être sujet à ça aussi, parce que ce qui compte en fait, c'est ce qui se passe là-dedans. Il suffit qu'il soit pas aligné avec ce qu'il fait à l'école, avec ses amis, avec sa famille, avec... Bam, ça arrive, tout âge. Ça peut toucher tout le monde. Ouais, tout le monde. Tout le monde. Donc déjà, merci pour avoir partagé ça, parce que c'est pas facile, je pense. Donc, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'ose pas se lancer? Comment tu lui convaincrais à se mettre en jeu? Dans des moments comme ça, où on n'ose pas trop, souvent on se renferme un peu, on est seul dans notre bulle, il y a des choses qui sont faciles à faire quand on est à plusieurs. Et moi, j'ai énormément, mais énormément de reconnaissance envers les gens que j'ai rencontrés à toutes ces périodes de ma vie. Mais j'ai fait aussi l'effort de chercher autour de moi, de parler, de m'intéresser à ce que je pouvais faire de nouveau. Mais j'y ai été accompagnée. C'est-à-dire que quand je suis rentrée dans cette salle de CrossFit, j'étais avec mon ancien conjoint. Et il y a d'autres phases de ma vie où, après celle-ci, j'ai osé faire les choses seule parce que je me suis rendu compte qu'au final, ce qui me permettait d'agir, c'était juste moi. Parce qu'au moment où, par contre, je m'entraînais et que je faisais des tentatives de handstand push-ups, il n'était pas là pour m'aider. Ah oui. Il m'a juste aidé à franchir les portes de cette salle. On prend confiance. C'est l'accumulation de ces petites actions-là qui vont faire qu'on prend confiance. Mais au début, quand on est bloqué un peu dans ce schéma de solitude, etc., s'ouvrir au monde. Quand quelqu'un nous propose de faire quelque chose de nouveau, ne pas dire non.
dire oui à tout. Bon, peut-être pas tout, mais quand même à beaucoup de choses. Say yes. Ouais. Et tout le monde se réunit dans ce genre d'endroit pour justement penser à autre chose, essayer d'aller mieux. Donc on vient chercher des moments de plaisir, on vient chercher des moments où on s'accomplit. Quelqu'un qui ose pas, c'est quelqu'un qui se refuse ça. Il se refuse à avoir ces moments de plaisir-là. J'aimerais bien juste te demander, c'est quoi ta routine à toi et qu'est-ce que c'est que tu ne négliges pas dans tes jours? Dans ma journée, alors maintenant ce que j'essaye de plus négliger, c'est au moment du lever. La première personne vers qui je vais me tourner, c'est moi. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais tendance de suite à me mettre sur des programmations sportives, regarder qu'est-ce que va faire cette personne aujourd'hui pour anticiper, s'il a des questions, machin. Maintenant, je me lève 1 heure à l'avance, même si je mets 5 minutes à me préparer en réalité, je me lève 1 heure à l'avance, je me pose. Je cherche pas à prendre mon téléphone, je prends mon petit déjeuner toute seule. Je réfléchis un petit peu à ce que je vais faire dans ma journée, comment je me sens aujourd'hui, je prends du temps pour me préparer, etc. Chose que j'avais pas fait pendant très longtemps. Et une fois que j'ai déjeuné, je m'habille, je pars à la salle de sport. Et avant les cours, donc les cours commencent à 8h généralement, je fais en sorte d'être là 40 minutes à l'avance. Je fais un peu de mobilité, j'écris mon cours au tableau et j'arrête de faire les choses dans l'urgence. Je prévois toujours 30 minutes de marge dans tout ce que je fais. Ça me permet à chaque fois, dans n'importe quel moment de la journée, dès que je m'apprête à faire quelque chose d'important, d'avoir le temps de me recentrer et je me réfère à moi, mes sensations, est-ce que je suis bien, est-ce que j'ai besoin de quelque chose. Si dans tout ce processus qui t'a fait devenir qui est toi aujourd'hui, toi avant t'as dit bah, je remercie énormément les gens qui m'ont aidé dans tout ça, t'aimerais bien citer quelqu'un? Ok, là on va pas pleurer parce que sinon je vais pleurer aussi. C'est contagieux. Ah ouais, mais c'est touchant. Je comprends. Bah du coup, Laurent, c'est la personne avec qui je suis restée pendant quelques années. On s'est rencontrés, j'étais vachement jeune. Et c'est avec lui que j'ai passé du coup les plusieurs années qui ont été vachement difficiles. Désolée, c'est pas de... C'est pas grave. Je peux te faire un câlin? Oui, tu peux. Attends. C'était il y a pas si longtemps que ça, hein, donc du coup c'est digéré quand j'en parle, mais c'est des gens qui me touchent énormément, du coup c'est pas évident. Donc la personne avec qui j'ai partagé plusieurs années, qui ont été ces années justement difficiles, parce que les gens que j'ai dans mon entourage maintenant, c'est des gens qui me voient maintenant, et qui n'ont pas vu comment c'était avant. Ça a été une des rares personnes qui a vu comment c'était avant. Et qui a vu l'évolution et qui voit que maintenant, pour moi, ça va super bien. Après, bien sûr, j'ai été encadrée par ma famille, ma mère, etc. Mais dans les gens que j'ai rencontrés plus récemment, Adrien, du coup le gérant de la salle qui m'a laissé l'opportunité, je pense qu'il s'est pas rendu compte de l'impact que ça a eu à ce moment-là, qui malgré lui m'a ouvert l'opportunité à me développer et à maintenant être bien. Et Célia, c'est une très très bonne amie que j'ai à l'heure actuelle, que j'ai rencontrée justement dans cette salle aussi, qui dans les premiers mois m'a vue, c'est dit ouais, elle est tout le temps là avec tout le monde, mais en même temps elle est assez solitaire, je vais essayer de voir si on peut discuter un peu, devenir amis, etc. Et c'est elle qui m'a justement aidée à trouver un juste milieu de lâcher prise. Il y a une quatrième personne qu'il faut remercier et c'est toi-même. Parce que c'était toi la personne qui a compris comment trouver des solutions. C'est toi la personne qui a vraiment tout fait pour être bien. Parce que comme tu as dit, il y a des solutions faciles pour tout le monde. Et moi, je pense que toi, tu devrais être fier de comment tu as géré tout ça et de qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui. Okay. Honnêtement, je le suis. Et c'est ce qui m'a permis aussi de faire le travail que je fais à l'heure actuelle, donc dans le coaching sportif, qui en réalité pour moi est bien plus que du coaching sportif. C'est-à-dire que les personnes que je vais avoir en coaching, je vais les accompagner sur tous ces moments difficiles-là. Je vais leur apporter d'autres solutions qui seront pas que du sport. Et c'est parce que je suis passée par cette période aussi que j'ai cette empathie qui me permet de leur dire je comprends ce que tu es en train de me dire. Je comprends réellement. Aujourd'hui, tu te sens pas terrible. On va faire différemment. En tout cas, merci à tout le monde pour nous avoir écoutés. Si vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et allez suivre Liana si tu veux donner tes contacts, tes infos. Mon Instagram, c'est Liana-Durand-SP. Et donc ça, c'est Instagram. J'ai pas d'autres réseaux.
Je fonctionne que via celui-ci. Et on me retrouve aussi à 12 Up Sport à Villeneuve-Loubet, où on donne plein de cours différents, soit en coaching privé, soit des cours de crossfit, de cross-training, d'Aerox, toutes ces choses-là. Ça marche, je viendrai te voir, comme ça on fera un cours ensemble. Merci et à bientôt.